vais faire quand même une petite reprise parce que manifestement, vous n'avez pas fait le travail qui vous est demandé, à savoir regarder les vidéos sur YouTube de mes cours. J'avais commencé avec vos camarades. J'avais commencé avec vos camarades un cours sur la religion. Enfin, c'est plus vaste que sur la religion, intitulé Est-il raisonnable de croire? Est-il raisonnable de croire? Je fais une petite reprise sur l'introduction, toute petite reprise. Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Être raisonnable, c'est être prudent, c'est être précautionneux, et donc c'est penser d'une part que l'avenir n'est pas inscrit, n'est pas écrit dans le marbre, c'est donc penser qu'il y a de l'incertitude, du hasard, de la contingence dans l'avenir. Et donc, cela suppose d'être raisonnable, c'est-à-dire de croire que certains événements peuvent se produire sans en être certain. En ce sens, on voit bien comment la vertu d'être raisonnable est liée à une certaine forme de croyance. Mais d'un autre côté, si croire et être convaincu de la vérité d'une proposition sans preuve, sans éléments tangibles, alors il semble déraisonnable de croire, puisque la réalité semble pouvoir toujours nous contredire. J'avais commencé une première partie du cours sur ce qu'on appelle le raisonnement inductif. Je vais vous donner un exemple tout de suite de ce type de raisonnement. Qui a vu Chicken Run ici? C'est un dessin animé avec des poulets. Ouais. Alors, euh, ouais, d'une certaine manière, c'est ça. Il s'agit de s'évader d'un poulailler. Euh, Alan Chalmers, dans un ouvrage qui date de 1995, qui s'intitule Qu'est-ce que la science, va raconter une histoire qui sert d'illustration au raisonnement inductiviste et à ses dangers. Imaginez une dinde qui arrive dans une ferme, dans un poulailler, et elle remarque que ce matin-ci, elle est nourrie à 9 heures, puis le lendemain matin, elle est nourrie à 9 heures, puis le surlendemain, elle est nourrie à 9 heures, etc., etc., un grand nombre de fois. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va finir par se dire? En étant pourtant très prudente. Oui, que tous les matins, elle aura à manger à 9 heures. Sauf que le matin du 24 décembre, au lieu d'être nourrie à 9 heures, elle est décapitée à 8h50 parce qu'elle va servir effectivement de repas de Noël. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que euh, partir de cas particuliers qui se répètent pour formuler une règle générale absolument nécessaire, c'est pas très raisonnable. C'est-à-dire que la dinde a eu manifestement tort de se dire, puisque je suis nourri tous les matins, enfin chaque matin à 9 heures, jusqu'à maintenant, ça veut dire que pour toujours, je serai nourri tous les matins à 9 heures. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix pour vivre de faire autre chose que de partir de la fréquence de répétition de cas particuliers pour en déduire une règle générale? Je vais vous poser une question qui va vous sembler idiote. Si vous partez en vacances au mois de novembre à Londres, est-ce que vous allez prendre de la crème solaire, écran total 50, un maillot de bain, des tongs, un short et une casquette? Ou est-ce que vous allez prendre des jeans, des chaussures solides, des chaussettes relativement chaudes, des sweatshirts chauds, des pulls et un manteau et éventuellement un parapluie? Comment vous allez vous habiller pour aller à Londres au mois de novembre? Bah ouais, pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas prendre d'ailleurs les deux? Parce que, étant donné le temps qu'il fait en Angleterre au mois de novembre depuis à peu près 50 000 ans,
il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de canicule, si vous voulez, à Londres au mois de novembre prochain. On est prêt à le parier. C'est une logique de probabilité, c'est une logique de parieur. Qui prendrait le risque de dire que, je ne sais pas moi, Philippe Poutou sera élu dans un an, alors, enfin dans 2 ans, je ne sais plus, c'est quand la présidentielle? Un an, oh la vache. Dans un an, alors qu'il n'a jamais dépassé, je crois, les 1% aux présidentielles précédentes. Qui prendrait le risque de dire que, je ne sais pas moi, euh, Emmanuel Macron ne sera pas au deuxième tour de la présidentielle. Il y a des parieurs qui se disent, j'ai misé sur un événement totalement improbable et comme ça je vais gagner gros. Mais est-ce que c'est prudent de le faire? Bah non. Okay. En même temps, un bon joueur fait ça. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui mise une somme raisonnable sur un événement très peu probable, et c'est comme ça c'est comme ça qu'il gagne énormément d'argent. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, on commençait à aborder avec vos camarades une autre dimension du problème, à savoir la question du préjugé. On va lire un texte de Edmund Burke, Burke, qui est un philosophe irlandais, mais en réalité l'Irlande faisait partie de la couronne britannique à l'époque, un philosophe irlandais de la fin du XVIIIe siècle, qui va écrire un texte sur la Révolution française, qui s'appelle Réflexions sur la Révolution de France. Donc je vais vous lire le texte et je vais vous poser quelques questions. C'est pas possible. À moins que... Non. Voilà. Alors, et là, Word plante. Magnifique. C'est bon. Donc, Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France, 1790. Ça serait bien que vous arrêtiez d'être sur vos téléphones portables parce que ça risque de m'agacer assez rapidement. Dans ce siècle de lumière. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé en 1790 en France? Alors, non. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que c'est. En 1789, la Bastille est tombée. Les aristocrates se sont barrés de Versailles pour aller soit en Angleterre, soit dans les pays frontaliers de l'Est, parfois en Espagne. Mais le roi est toujours en place. Il est toujours roi. Il y a une assemblée constituante. Mais au fond, on ne sait pas tellement dans quelle direction va aller la Révolution française. Et d'ailleurs, je crois que Burke est l'un des premiers à dire que c'est une révolution. Dans ce siècle de lumière, je ne crains pas d'avouer que chez la plupart d'entre nous, les sentiments sont restés à l'état de nature, qu'au lieu de secouer tous les vieux préjugés, nous y tenons au contraire tendrement. Et j'ajouterais même pour notre plus grande honte que nous les chérissons parce que ce sont des préjugés, et que plus longtemps ces préjugés ont régné, plus ils se sont répandus, plus nous les aimons. C'est que nous craignons d'exposer l'homme à vivre et à commercer avec ses semblables, en ne disposant que de son propre fond de raison, et cela parce que nous soupçonnons qu'en chacun ce fond est petit, que les hommes feraient mieux d'avoir recours pour les guider à la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. Première question que je vous pose. Donc, je relis la dernière phrase. C'est que nous craignons d'exposer l'homme à vivre et à commercer avec ses semblables en ne disposant que de son propre fond de raison, et cela parce que nous soupçonnons qu'en chacun ce fond est petit, et que les hommes feraient mieux d'avoir recours pour les guider à la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. Pourquoi est-ce que Burke compare le préjugé au capital d'une banque? Quel est le rapport entre les deux? Réfléchissez activement.
Quel est le rapport entre la confiance qu'on fait en un préjugé et la confiance qu'on peut avoir en une banque? Ouais, tout le monde le fait, mais si jamais vous devez confier vos économies à une banque, est-ce que vous préférez une banque qui est toute nouvelle, toute neuve, ancienne? Pourquoi? Exactement. D'autres sont passés avant nous. Et est-ce que vous préférez une banque, une toute petite banque ou une grosse banque? Une grosse, parce que si jamais il y a une crise, elle pourra mieux résister, alors qu'une petite banque, elle sera balayée tout de suite. Ok. Est-ce que ça peut pas être pareil pour la confiance qu'on a vis-à-vis de nos préjugés? Plus un préjugé est répandu, plus peut-être il est fiable, plus on va le croire. Plus un préjugé est ancien, plus on va le croire. Et donc Burke va dire, en fait, on peut comparer, Burke est il n'est pas le seul, hein, mais il est l'un des premiers à dire que l'économie, ça repose sur la confiance, ça repose sur la croyance. Euh, de la même manière qu'on fait confiance en une banque ou à un État en fonction de la manière dont il s'est comporté dans le passé, en fonction de son histoire, de son passif, de la même manière, on va faire confiance en certains de nos préjugés, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins répandus, il y en a qui sont plus ou moins anciens. Je poursuis la lecture du texte, ensuite on fait une petite synthèse. Un préjugé donne à la raison qu'il contient le motif qui fait sa force agissante et l'attrait qui assure sa permanence. En cas d'urgence, le préjugé est toujours prêt à servir. Il a déjà déterminé l'esprit à ne s'écarter jamais de la voie de la sagesse et de la vertu, si bien qu'au moment de la décision, l'homme n'est pas abandonné à l'hésitation, travaillé par le doute et la perplexité. Le préjugé fait de la vertu une habitude et non une suite d'actions isolées. Par le préjugé fondé en raison, le devoir entre dans la nature de l'homme. Pourquoi le préjugé est-il plus efficace pour agir que la raison? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux se laisser conduire par ses préjugés, d'après Burke, que par sa raison, dans certaines circonstances de crise en particulier? C'est un avis commun, mais est-ce que c'est seulement ça? On va prendre un exemple qui est proche de nous, l'exemple de la sécurité incendie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans le lycée? On fait des entraînements. Ok. On en fait même plusieurs fois par an, ce qui fait que vous avez dû vous farcir depuis que vous êtes dans ce lycée au moins 4 ou 5 exercices incendie. Donc si jamais un jour il y a un véritable incendie dans le lycée, qu'est-ce que vous faites? Alors je suis pas sûr justement. Vous allez faire comme si c'était un exercice, mais vous allez le faire de manière efficace. C'est-à-dire que vous allez, parce que vous serez habitué à ça, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez agir selon le protocole. Vous n'allez pas vous barrer par la fenêtre, vous n'allez pas vous enfermer dans les toilettes, vous n'allez pas rester dans la salle de classe. Vous allez faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit justement. Vous n'allez pas vous poser de questions. Alors que si jamais c'était la première fois que vous entendez l'alarme et vous ne savez pas quoi faire parce que vous ne savez pas à quoi ça correspond, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à réfléchir chacun de votre côté et ça va être un bordel monumental. Donc, ce que dit Burke, c'est que l'habitude, c'est ce qui permet d'ancrer la vertu en l'homme, précisément parce que en cas de crise, vous savez non pas comment agir, vous allez réagir tout de suite. Vous allez faire ce qu'il faut immédiatement. Alors que lorsque vous devez vous prendre la tête à deux mains pour savoir ce qu'il faut faire, vous allez laisser passer du temps, vous allez hésiter, vous n'allez pas forcément savoir quoi faire ni comment. L'homme de préjugé, lui, n'a pas ce problème. Il réagit directement. Il sait ce qu'il faut faire. Ça va pour tout le monde ou pas du tout? On est d'accord, ok? C'est le principe même de l'entraînement, c'est le principe même de l'exercice. Le principe de l'exercice, c'est précisément de vous exercer, c'est-à-dire de forger votre jugement dans une direction plutôt que dans une autre,
de former votre corps dans une direction plutôt que dans une autre, hein. Le foot, la muscu, le sport de manière générale, etc., etc. C'est ce qui ancre la vertu en nous. À votre avis, un type qui défend la tradition, un type qui défend l'habitude, il est pour la révolution ou il est contre la révolution? Ah, il est contre. Et c'est exactement ce que va dire Burke. Burke va dire le problème, au fond, des révolutionnaires, c'est que ce sont eux les moins capables de faire la révolution, les moins capables d'agir efficacement dans une révolution. Parce que qui est capable d'agir efficacement face à une situation nouvelle? Celui qui a des préjugés, celui qui sait déjà ce qu'il va faire, en fait, dans une situation de crise. Alors que ceux qui déclenchent cette crise, et qui sont des rationalistes, qui pensent qu'il faut tout repenser, qu'il faut tout remettre à plat, qu'il faut refonder intégralement le système, ceux qui pensent qu'il faut une sixième république, hein, déjà une première, c'était beaucoup trop pour Burke, mais ceux qui pensent qu'on va tout changer en réfléchissant, ces gens-là se trompent. Ou plutôt, ces gens-là vont être dangereux, violents et inefficaces. Je finis la lecture du texte et on va voir à quel point ou dans quelle mesure Burke a raison. Sur ces questions, vos hommes de lettres, alors Burke est un Irlandais qui vit à Londres, donc c'est quasiment un Anglais, et il s'adresse à un Français. Sur ces questions, vos hommes de lettres, donc les esprits éclairés français, les révolutionnaires, et vos politiques sont d'un avis tout à fait différent. De même que chez nous, tout le clan des esprits éclairés. Ils n'ont aucun respect pour la sagesse des autres, c'est-à-dire des anciens en fait. Mais en compensation, ils font à la leur une confiance sans borne. Il leur suffit toujours d'un seul motif pour détruire un ordre des choses anciens. C'est son ancienneté même. Tout ce qui est ancien est mauvais. C'est ce que pense le rationaliste. Alors, Burke va dire que la Révolution française sera violente. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il va dire que la Révolution française sera hésitante, c'est-à-dire instable. Il y aura différents régimes politiques qui vont se succéder à très haute vitesse. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il a raison. Pour rappel, monarchie constitutionnelle, la période de la terreur, le directoire, le consulat, le Premier Empire, la monarchie de Juillet, la Restauration, la Deuxième République, le Second Empire avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, la Troisième République, Vichy, la Quatrième République, la guerre d'Algérie, la Cinquième République, et là Mélenchon veut la Sixième République. Comme si, on n'en avait pas eu assez. Bah justement, c'est ce que dit Burke, c'est que ça sert à rien. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça risque de tout changer et donc de ne rien changer. On recommence à zéro. Donc en fait, c'est comme si on ne changeait rien. Le truc en plus, c'est que c'est contre-productif, ça nous fait perdre du temps, c'est instable et c'est violent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut tout recommencer, à chaque fois qu'il faut repartir de zéro, il faut détruire des traditions, des méthodes qui fonctionnent bien, etc., etc. On est comme ça en France, hein. Prenez, enfin, je veux pas faire mon Pascal Pro de base, mais parfois un peu de bon sens populiste, ça a du bon. Est-ce que c'est pas complètement con de mettre le masque partout en France, que ce qu'on soit à l'intérieur et en extérieur, qu'on soit dans les arrondissements les plus peuplés des grandes villes de province ou Paris d'ailleurs, comme je sais pas moi, le 13e arrondissement de Paris, où il y a des tours, ou certains quartiers de banlieue où il y a des tours et il y a beaucoup de densité de population, et en Creuse, où il y a un habitant pour 30 km², si vous voulez. Est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est raisonnable d'imposer la même mesure par rationalisme à toute une population qui ne vit pas de la même manière? Non. Est-ce que c'était raisonnable d'imposer les mêmes lois
à des populations aussi différentes que la population indo-chinoise, la population algérienne, la population corse, la population française au moment du colonialisme français. Non. Hein. En fait, Burke, ce qu'il dit, c'est que quand on croit avoir raison, on n'est pas raisonnable. La croyance dans les pouvoirs illimités de la raison n'est pas raisonnable. Ce qu'on appelle le raisonnable, c'est en fait une capacité à limiter des pouvoirs de violence euh, et de démesure de la raison. Et Burke va prédire trois trucs. Premièrement, alors troisième point justement, il va prédire le caractère impérialiste du rationalisme français. Ce rationalisme français, on va l'exporter sous Napoléon jusqu'aux portes de Moscou, et évidemment pendant la période coloniale. Euh, les Français sont les seuls à vouloir faire ça. Ils veulent faire Alors, avec les Indo-Chinois, ils n'ont pas essayé. Ils voulaient, en tout cas, c'était l'ambition de Ferry. Ils voulaient faire des Algériens des Français à part entière. C'est-à-dire que les mêmes lois s'appliquent partout. Parce que c'est comme ça, si vous voulez. Et on le revoit aujourd'hui dans un certain centralisme de l'État, où il faut que toutes les lois s'appliquent exactement de la même manière partout, au mépris de la réalité, au mépris de ce que sont les réalités sociales, économiques, démographiques de certains territoires en France, en métropole en particulier. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ok. Alors, petite synthèse là-dessus. Petite synthèse là-dessus. Ensuite, on verra comment on peut critiquer l'argument de Burke. Et Burke, quand même, il touche trois cibles. Hein. Le caractère instable de la politique française, le caractère violent de la politique française et le caractère impérialiste et proto-colonial de la Révolution française. Un truc, ça fait combien de temps que les Américains n'ont pas changé de constitution? À peu près, ouais. Un peu plus. 1776, et ils ont jamais changé de Ils ont fait leur constitution, ils en ont jamais changé. Ça fait combien de temps que les Anglais n'ont pas changé de constitution? Alors, ils ont jamais changé. Alors, la question est de savoir s'ils ont vraiment une constitution. Ils ont ce qu'on appelle une Bill of Rights, qui date du XVIIe siècle. Ça n'a pas bougé. Ouais. Et c'est une monarchie constitutionnelle depuis, enfin, avec des réformes, mais ils n'ont pas bougé, si vous voulez, depuis. Mais le Brexit, c'est pas une réforme constitutionnelle. Nous, on a changé 6 ou 7 fois de régime politique en l'espace de 2 siècles. Il y en a qui voudraient que ça change encore. Et en plus de la 5e République, on l'a amendée, je pense, une trentaine, une quarantaine de fois. Là où les Américains ont amendé, je crois, 12 fois la Constitution. Et encore, ils ont amendé directement la Constitution. Le premier amendement, le deuxième amendement, ça fait partie de la Constitution. Les amendements qui ont été rajoutés après, il y en a un qui concerne l'abolition de l'esclavage et l'autre, je ne sais plus quand. Mais si vous voulez, c'est extraordinairement rare qu'on rajoute un amendement à la Constitution. C'est un texte qui ne bouge pas. Alors, je ne dis pas qu'il est éternel, je dis qu'il est plus stable que la Constitution française. Ça, c'est clair. Petite synthèse. Donc, dans les réflexions sur la Révolution de France, Edmund, E-D-M-U-N-D. Edmund Burke va prendre
le parti, Edmund Burke va prendre le parti du préjugé et de la tradition contre le rationalisme, des Lumières. En effet, pour Burke, B-U-R-K-E, le préjugé synthétise l'expérience passée des peuples. Plus un préjugé est ancien, plus un préjugé est ancien et répandu, plus il est crédible. Plus il est crédible. De la même manière qu'une banque au capital ancien et important sera considéré comme plus fiable qu'une petite banque de date récente, de création récente. Pour Burke, le préjugé a l'avantage de faire de la vertu une habitude. Le préjugé a l'avantage de faire de la vertu une habitude, de faire de la vertu une habitude, ce qui nous permet de réagir efficacement en cas de crise. Ce qui nous permet de réagir efficacement en cas de crise.
euh, paradoxalement, paradoxalement, chut, paradoxalement, Mathéo, paradoxalement, les révolutionnaires sont les moins bien armés. Pour affronter les événements qu'ils ont déclenchés. Les moins bien armés pour affronter les événements qu'ils auront ou qu'ils ont déclenchés. Premièrement, leur rationalisme les rendra, premièrement, leur rationalisme les rendra instables et hésitants. Et donc Burke prédit qu'il va y avoir une succession de régimes très rapide à partir de la Révolution française. Et l'histoire va lui donner raison. Deuxièmement, il les rendra violents. Et quand on croit avoir raison, on n'accepte pas la raison des autres. Troisièmement, il les rendra universalistes et impérialistes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je finis simplement là-dessus. Être raisonnable, ce serait donc les prétentions, limiter les prétentions de la raison en bridant son caractère utopique. Cependant, on peut se demander si la rationalité ne nous contraint pas à poser à l'horizon de ce que nous sommes certaines croyances. Grand 3, grand 2, la foi s'oppose-t-elle à la raison?
La foi s'oppose-t-elle à la raison? Alors, on va lire un texte qui est tiré des pensées de Blaise Pascal et qui s'intitule Le pari. Donc il me semble que c'est le fragment 397 des pensées dans l'édition Brunswick. Pascal va proposer en fait de croire en Dieu sur un pari. Et l'argument de Pascal va être, si vous croyez, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous perdez? Si vous perdez, si vous ne croyez pas en Dieu, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous perdez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Pascal donne à un joueur deux choix. Soit vous croyez en Dieu et vous avez soit tort, soit raison. Soit vous ne croyez pas en Dieu et vous avez soit tort, soit raison. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Examinons donc ce point et disons Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile ou face. Que gagnerez-vous? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défaire nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Non, mais je les blâmerais d'avoir fait non ce choix, mais un choix. Car encore que celui qui prend croix et l'autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parler, et de ne point parier. Oui, mais il faut parier, cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc? Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Alors, je reviens sur la structure du texte de Pascal qui est peut-être un petit peu compliquée. Pascal se place dans la situation d'un joueur qui doit parier si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Okay. Et il va se poser la question, que gagne-t-on? Que perd-on? À chaque fois. Il va commencer par dire, au fond, qu'il n'est pas rationnel de parier. Parce que le principe même de la foi, c'est qu'on ne peut jamais être certain de l'existence de Dieu. Mais Pascal va dire, les athées sont aussi dans une forme de foi, puisqu'on ne peut jamais être certain que Dieu n'existe pas. Donc, Pascal dit que l'homme de foi comme l'athée sortent des bornes de la rationalité, puisque il pose comme une certitude ce qui fait l'objet d'une simple croyance, ou plutôt d'une foi. Mettons ça de côté et faisons l'hypothèse que nous soyons obligés de parier sur l'existence ou l'inexistence de Dieu. Si on parie sur l'existence de Dieu et qu'on se trompe,
Qu'est-ce qu'on a perdu? Rien. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tout. Ah bah si. Notre béatitude, le salut de notre âme. Si on a parié sur l'existence de Dieu et qu'on a tort, on perd rien. Mais si on a raison, si on avait raison de parier sur l'existence de Dieu, on gagne le salut de notre âme, on gagne notre salut. Et si on parie sur l'inexistence de Dieu et qu'on a raison, on ne gagne rien. Et si on a tort, on perd tout. Donc, il est raisonnable de faire le pari que Dieu existe. Okay. Alors, c'est intéressant parce que c'est un texte de Pascal est un croyant et même un fervent croyant. Il est ce qu'on appelle un janséniste, c'est-à-dire un catholique qui va être critique de certaines dérives du catholicisme, par exemple l'enrichissement personnel, etc., etc. C'est des gens qui vivent dans une certaine pauvreté par conviction. Mais en même temps, il ne va jamais totalement rejoindre le protestantisme. Pascal est aussi un grand mathématicien qui a des, sinon des amis, du moins des relations qu'on appelle à l'époque des libertins. Qu'est-ce que c'est qu'un libertin? C'est pas un type qui couche à droite et à gauche dans des clubs échangistes. Un libertin, c'est un athée. C'est un athée qui fait des sciences. Et Pascal, en fait, en prenant l'argument du pari, du calcul de probabilité, ou plutôt du calcul d'intérêt, il s'adresse à des athées. En fait. Il se dit, comment est-ce qu'un matheux pourrait comprendre qu'il est raisonnable de croire en Dieu? On va s'adresser à son côté calculateur, on va s'adresser à lui comme à un joueur qui parie et qui a l'habitude de parier. Pascal dit ça, c'est pas vraiment la vraie foi, mais c'est une manière de l'approcher. Okay. Par justement le calcul, sinon de probabilité, du moins d'intérêt. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ouais. On reprend là-dessus. Quand est-ce qu'on se voit à nouveau? On se voit vendredi? Ou on se voit demain, je sais plus, en EMC. C'était le dernier cours de la semaine, là. Vous direz à vos camarades de regarder les vidéos que je poste parce que je fais pas ça pour les chiens. Ok. Bah pas assez dans votre classe.